Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro de Studio Kalita pour notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient qui est consacré aujourd'hui à l'occasion en fait, d'une édition spéciale au Yom Yerushalayim et au 53e anniversaire de la libération de Jérusalem, dont les festivités commenceront ce soir, en ce 21 mai, et se poursuivront demain, le 28 Iyar. Avec nous pour en parler, Michel Mazel, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages à la fois romanesques et historiques. Bonjour Michel et Chag Sameach. Bonjour Chag Sameach et ravi d'être de nouveau là avec vous. Absolument. Alors, finalement, vous, du 7 juin 1967, on se rappelle que la Jordanie… le 5 juin. Oui, le 5. Non, mais attendez, je parle de la prise de Jérusalem. Le 5 juin, c'est la Jordanie qui a hésité à entrer en guerre pour différentes raisons. En fait, le 5 juin, elle a été piégée et manipulée par le fameux appel de téléphone de le 5 Nasser, juin. Le 5, oui, au roi Hussein, qui lui a annoncé un gros mensonge, à savoir que les troupes égyptiennes étaient aux portes de Beersheba, voire d'Ashdod, et ce pour pousser la Jordanie à ouvrir elle aussi les hostilités contre l'État juif. Les Jordaniens alors commencèrent à tirer les premiers des sabres de mortier sur la partie ouest de Jérusalem en pensant ne faire, d'après ce que disaient les Égyptiens, qu'une seule bouchée des bataillons de Tsahal. Or vous, Michel, et c'est la raison pour laquelle on a le plaisir de vous avoir aujourd'hui, vous étiez déjà à Jérusalem à ce moment-là. Et alors, comment ça s'est passé? Vous étiez à quel titre d'ailleurs à Jérusalem à cette époque? Quel titre? J'avais fait mon alliance, j'étais déjà installée en Israël. Je vivais en Israël avec donc mon mari et ma petite fille qui avait à l'époque 2 ans. Mon mari, bien entendu, avait été mobilisé puisque vous savez que l'entrée en guerre a été précédée par une période de très forte tension. L'Égypte avait lancé le blocus des détroits de Tiran, ce qui est un casus belli. Elle avait ordonné aux forces des Nations Unies d'évacuer le Sinaï, donc tout le monde savait que ça allait. Mais on était quand même tranquille puisqu'on savait que Israël avait envoyé des messages aux Jordaniens en leur disant nous avons une querelle avec les Égyptiens mais pas avec vous, et par conséquent Israël n'avait pas renforcé sa présence militaire à Jérusalem, il y avait seulement la Hativat Yerushalayim. Donc ce matin du 5 juin, je suis partie tranquillement travailler de Saint-Simon où j'habitais à l'imprimerie nationale qui est à Myriam Arashmonaïm à Baka, pour qui connaît. Baka étant situé à quelques centaines de mètres de la frontière de ligne de cessez-le-feu avec la Jordanie. Donc, je suis partie travailler tranquillement, j'ai pris l'autobus, il y avait évidemment que des femmes parce que les hommes étaient tous mobilisés, et j'ai laissé donc ma fille avec la métapellette, avec la gardienne à la maison. Et on a entendu les premières salves de canon, comme vous le dites, dans la matinée, et on s'est dit c'est pas possible, il y a une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand les coups ont redoublé et qu'on a commencé à se rendre compte qu'il se passe, il y a eu un moment de flottement. Qu'est-ce qu'on fait? Une partie des gens a décidé de se réfugier dans l'abri de l'imprimerie. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas quand même laisser ma petite fille toute seule à la maison, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et donc, j'ai profité de ce que un des employés de l'imprimerie a dit, moi je rentre en ville, et il m'a laissé à peu près à Agron, rue Agron, pour ceux qui connaissent Jérusalem, et donc de la rue Agron, j'ai donc dû aller à pied jusqu'à Saint-Simon. Je vous assure que c'était une expérience que j'oublierai rarement. Un parcours du combattant. Écoutez, d'abord on tirait, ensuite il y avait l'odeur de poudre, ensuite il n'y avait personne dans les rues. C'était, enfin, je ne veux pas dire stressant, mais c'était pas sympathique du tout. De temps en temps, je me cachais derrière dans une porte cochère en me disant bon, je serai peut-être en sécurité ici. Je crois que j'ai mis quand même probablement pas loin d'1 heure pour arriver. Et je me suis aperçu à ce moment-là que ce que tout le monde avait fait, c'était les 7 habitants de cette entrée de l'immeuble avaient descendu des matelas qu'ils avaient installés dans l'abri anti-aérien, un abri de fortune où il n'y avait pas beaucoup de place, qui était naturellement, il n'y avait pas haut, il n'y avait rien du tout. Je voudrais que simplement qu'on comprenne que cette histoire d'attaque de Jérusalem, c'était quelque chose d'extrêmement effrayant, surtout que tout le monde avait encore à l'esprit une semaine, 10 jours avant, les Égyptiens en train de
manifestaient dans les rues en train de hurler Yidbar al-Yahoud, massacrons les Juifs. Donc, bon, ça paraît, quand vous voyez ça à la télé, ça va, mais quand on vous tire au canon et que vous savez que les gens qui tirent au canon, c'est les copains, ceux qui ont dit ça. Et donc, donc on a passé une journée épouvantable. On ne savait pas ce qui se passait. On s'est débrouillé comme on peut. À l'époque, il y avait quand même une grande solidarité en Israël. Le locataire du premier étage avait laissé la porte ouverte pour que de temps en temps les gens puissent monter, prendre de l'eau ou utiliser les facilités, parce que naturellement, dans l'abri, il n'y a rien. Et naturellement, pas de climatisation. Et quand on fermait la grosse porte blindée, on pouvait mourir de chaleur. Et la nuit est tombée. Et chaque coup de canon, il faut voir Jérusalem, c'est une colline. À répercuter de colline en colline, c'était. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a 2 ans, j'étais encore en France. Et là, je suis là avec ma gamine, et mon mari est à l'armée. Il était où sur le front, Zvi? Si, il était dans une unité très sympathique qui s'appelle des mineurs. Vous savez, c'est l'unité qui vient nettoyer après qui vient démonter les petites bombes. Et vous connaissez la blague classique, les démineurs ne font jamais que deux fautes dans leur vie. La première étant quand ils joignent l'unité des démineurs. Voilà, oui. Alors, bon. Et puis, toute la nuit, il n'y avait rien. La radio israélienne ne disait rien. Il y avait la radio égyptienne en hébreu qui racontait que les troupes avançaient. Et à un moment donné, d'ailleurs, ils nous ont un peu fait rire en disant que pendant que les malheureux Israéliens sont dans les abris, le Premier ministre Lévi Eshkol est dans un hôtel 5 étoiles avec sa jeune épouse Myriam. Bon. Ah oui. Ceci dit, propagande arabe classique. Classique. Et il a fallu attendre sur le coup de 2 heures du matin pour qu'enfin la radio israélienne prenne la parole pour nous dire, ça y est, l'armée de l'air égyptienne a été éliminée et donc il n'y a plus de risque de voir les avions égyptiens venir bombarder Jérusalem. Ça a vraiment été la journée pratiquement la plus longue de ma vie et celle de tout le monde. Alors, on a pu tous dormir. Et puis après, le lendemain, pendant ce temps-là, ce qu'on ne savait pas, c'est que les blindés israéliens montaient sur Jérusalem par la route, ce qui n'est jamais une très bonne idée pour faire monter des blindés. Généralement, on les met sur des camions pour que les camions transportent les blindés, que les chaînes des blindés ne sont pas faits pour le... Bien sûr, le macadam des routes, oui. Voilà, ils sont arrivés le 6 à Jérusalem et donc on connaît la suite, les combats, etc. Et enfin, Arabaïd Beyadenu, le mur de lamentation est à la montagne du temple est à nous, le temple est à... Alors justement, regardez, dans son fameux livre que tout le monde connaît, qui était paru dans une trentaine d'années déjà, La bataille de Jérusalem, qui était traduit en français, le fameux général Uzi Narkis, qui commandait alors la région centre de Tsahal, et qui avait donc en charge la gestion des combats dans cette région de Jérusalem et aux alentours, eh bien, il raconte qu'il a donné, justement c'est l'épisode que vous racontez, il a donné l'ordre au général Motagour, qui était chef des bataillons de parachutistes, qui était en fait sur le front égyptien, et comme les Égyptiens avaient subi une défaite très cuisante, alors l'état-major a retiré ses parachutistes et il leur a donné ordre de monter sur Jérusalem, où on ne savait pas trop ce qu'allait se passer, et donc il a donné donc Narkis ordre par l'intermédiaire de Motagour à ses parachutistes de rejoindre la région de Jérusalem, et il rajoute ceci dans son livre qui est assez étonnant. Il dit ceci, Narkis, à Motagour, il lui donne une sorte d'ordre stratégique, il lui dit souviens-toi bien de te diriger vers le musée Rockefeller, de telle sorte que la prise du musée nous permette, le cas échéant, d'entrer en vieille ville. Et Narkis ajoute, étant un habitant de Jérusalem et sachant très bien comment nous avions raté en 1948 une occasion unique depuis des générations de libérer tout Jérusalem, je savais pertinemment que ce jour-là, le 6, avant la prise du 7, en fait, ce jour-là, que l'heure avait sonné pour nous d'entrer dans la vieille ville. Et donc, c'est quand même étonnant parce que au matin du deuxième jour de la guerre, le 6 juin, le 6, Dayan avait donné finalement l'ordre à Narkis
de ne pas s'emparer de la vieille ville. C'était un ordre qui était reçu en fait de Moshe Dayan parce que c'était compliqué la ville aux trois religions et ça aurait fait mauvais effet sur la communauté internationale. Et bref, c'est Moshe Dayan qui demande à Narkis et à Yitzhak Rabin, chef d'état-major, de ne pas s'occuper de la vieille ville. C'est le 6, ça, le lendemain du 5. Et puis le 7, il y a cet ordre à la limite contradictoire de Narkis qui a senti les choses et qui a envoyé les parachutistes pour prendre la vieille ville. On est dans un cafouillage tout à fait israélien et aussi une initiative de base. Certains disent, je ne sais pas si vous allez me démentir, que Tsahal n'a pas reçu un ordre d'entrer dans la vieille ville. Ce sont les combattants qui ont mené les combats et qui se sont retrouvés en vieille ville. Il n'y a pas eu un ordre formel de prise de la vieille ville. Est-ce que je me trompe? Écoutez, laissons les historiens discuter. Il y a une dynamique dans une guerre. Quelquefois, parce que cette dynamique, je vais y revenir dans un instant, mais je voudrais quand même préciser que les Jordaniens, dans leur combat, avaient commencé, la première chose qu'ils avaient fait, ils avaient occupé la maison dite du gouverneur, qui était le siège des forces de l'ONU. Et pourquoi je raconte ça? Parce que les représentants de l'ONU ont donc dû s'enfuir côté ouest, et ils ont trouvé refuge, entre guillemets, au King David. Et au soir du deuxième jour, quand il y avait déjà eu beaucoup de blessés, parce qu'il y a quand même eu près d'1 millier de blessés à Jérusalem, l'hôpital Hadassah a demandé des dons de sang et on a demandé aux gens des Nations Unies qui étaient réfugiés côté israélien après avoir été chassés par les Jordaniens, s'ils étaient d'accord pour donner du sang. Et ils ont dit qu'il fallait consulter l'ONU, ils ont consulté l'ONU. Oui. On ne peut pas faire ça parce que c'est contraire à notre principe de neutralité, les braves gens. Formidable. Les braves gens. Alors, ce que j'allais dire, c'est que quand je parle de la dynamique de la guerre, c'est que donc non seulement les soldats sont entrés en vieille ville, mais ils ont continué à poursuivre les soldats jordaniens, parce que c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté, à passer jusqu'à ce que les Jordaniens passent de l'autre côté du Jourdain. En Judée-Samarie, autour de Jéricho. Oui. Absolument. Dans Judée-Samarie, et c'est quand même une chose qui est intéressante, parce que vous me direz qu'avec des si, on met Paris dans une bouteille, mais si le roi Hussein n'avait pas écouté Nasser lui racontant « joins-toi à moi », s'il était sagement de son côté de Jérusalem, on n'aurait pas eu la prise de Jérusalem, on n'aurait pas eu les forces israéliennes poursuivant l'armée jordanienne jusqu'à l'autre côté du Jourdain, et toute l'histoire aurait été changée. Je dis ça parce que quand même, à chaque fois qu'on nous parle d'occupation et de guerre de conquête, enfin franchement, il faut remettre… Absolument. D'ailleurs, vous allez dans le même sens que ce que dit Ozinarkis, qui explique dans cette chronique de la guerre des 6 jours qu'à aucun moment l'état-major de Tsahal, alors c'est vrai, ils avaient prévu des plans de riposte, etc., mais il n'y avait aucun ordre, aucun plan de bataille pour s'emparer de la Judée-Samarie. Ça s'est fait par je dirais, le sort des combats, par le fait des armes. Le dynamisme, et il y a quand même autre chose. C'est très curieux, puisqu'on parle de la réunification de Jérusalem, et vous pouvez regarder sur les livres d'histoire, on ne mentionne pas exactement quand ça s'est passé physiquement, parce qu'enfin, la guerre s'est terminée le 11 juin. Il y a eu les accords de cessez-le-feu, et le 12 juin, il y a eu un mouvement très curieux, c'est-à-dire il n'y avait plus de soldats jordaniens à la frontière, les Israéliens de Jérusalem-Ouest sont passés de l'autre côté et les Arabes de Jérusalem-Est sont passés côté ouest. C'est-à-dire que vous avez eu des dizaines de milliers de gens qui se sont côtoyés, qui se sont parlé, qui ont été voir les… Il n'y a pas eu un seul incident. C'est quelque chose… J'étais là avec mon mari et ma petite fille. On était dans cette foule. Personne n'avait le sentiment d'être en danger. Personne ne rencontrait des regards. Et à ce moment-là, évidemment, on s'est dit, c'est merveilleux. Peut-être qu'on va arriver à avoir la paix. Peut-être. Parce qu'il y avait eu à ce moment-là une espèce d'euphorie quelque part. Je vais me lancer une espèce de communion entre toute la population des deux côtés de la vie. Chacun allait regarder ce qui se passait chez les autres. On raconte que du côté les Jordaniens, les Palestiniens côté Jordanie étaient absolument stupéfaits par tous les feux rouges, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas un seul de l'autre côté. Alors, un moment particulièrement émouvant qui est cité
en cette date du 7 juin, donc de la réunification de Jérusalem par Uzi Narkis dans son livre. Je le cite. Là, vous disiez, je ne sais pas très bien quand ça s'est passé. Enfin, lui, c'est facile parce qu'il écrit ça après, mais il dit comme ça, je le cite. À 9h50, comme le pilonnage du quartier musulman de la vieille ville avait pris fin, nous étions alors proches du coin de la porte des Lions, cette fameuse porte de la muraille, et j'ai soudain aperçu ce fameux épisode du Rav Goren, le Rav Shlomo Goren, qui était alors grand rabbin de Tzahal, qui courait sous la mitraille avec ses aides en portant d'une main un Sefer Torah et de l'autre, il portait le shofar. Et alors, raconte Narkis, je lui ai proposé de monter dans mon half-track, mais il m'a répondu, quand on monte au mont du Temple, on y va à pied, surtout après un exil de près de 2000 ans. Et donc, poursuit Narkis, à 10h, 10 minutes après, Narkis entend cette fameuse phrase qui est rentrée dans l'histoire, le mont du Temple est entre nos mains. Il entend il entend ça dans sa radio et il raconte, puisqu'il s'est retrouvé après avec Goren et Yitzhak Rabin un peu plus tard devant le mur occidental, il raconte à des responsables juifs qu'il va voir dans la journée, qui étaient là en voyage et qui étaient par hasard à Jérusalem à cette époque. Il va faire une visite en fin d'après-midi et il raconte qu'est-ce qu'il leur a dit en fait. Il a fait une déclaration et il cite cette déclaration. Je leur ai dit que ce 28 Iyar 5727 était l'une des plus grandes victoires de toute l'histoire pour le peuple juif. Fin de citation. Et je crois que c'est une journée qui restera pour tous les Israéliens et vous en particulier dans la mémoire. Je voudrais préciser que c'est vrai qu'à partir du moment où on est entré en vieille ville, il y a eu une réunification de facto, mais pour la population, l'événement a été le jour où les postes frontières ont été supprimés, le jour où la guerre a été officiellement terminée, c'est-à-dire le 11 juin, et donc le jour où le lendemain, tout le monde a pu aller voir, si vous voulez, par soi-même ce qui se passait et comment c'était de l'autre côté. Et donc, c'est en fait le véritable jour où il y a eu ce sentiment presque de fraternité alors qu'on sortait d'une guerre. Et j'ajouterais, en tout cas, de mon point de vue personnel, c'est que pour moi, la guerre était quand même pas tout à fait terminée parce que mon mari, donc des mineurs, a encore passé plusieurs jours avec son équipe à aller chercher tous les obus qui étaient tombés sur Jérusalem et qui n'avaient pas explosé, et dont certains étaient sur les toits des maisons et qu'il fallait soigneusement démonter et désamorcer. Mission dangereuse au possible. Écoutez, nous arrivons à quelques secondes près au terme de du temps qui nous est imparti. Je vous souhaite, Michel, Chag Sameach. Je vous remercie aussi d'avoir pris l'initiative de venir nous raconter ces moments cruciaux. Et je vous souhaite donc un bon Yom Yerushalayim et en vous disant à bientôt. Bientôt et merci à nos auditeurs. Avec plaisir, avec plaisir. Vous savez, je suis toujours là à Jérusalem, surtout depuis qu'on est à la retraite. Très bonne journée. Bonne journée et Chag Sameach. Chag Sameach.